On a réactivé le PEC pour une période de 2 ans, une période transitoire qui va permettre aux gens de déposer à nouveau la demande qu'ils souhaitaient déposer. Montréal, c'est notre métropole. Québec, c'est notre capitale. On a besoin des deux. Le lieu dans lequel se prennent les décisions, et j'entends la traiter comme telle, c'est notre capitale nationale. Bonjour et bienvenue à cette émission d'actualité. Nous sommes ici au musée des arts modernes ici à Québec, sur la rue Grande Allée, pour une grande rencontre au sommet de la politique. Nous allons pouvoir vivre un moment spécial avec la première ministre du Québec, Madame Christine Fréchette, qui a accepté en collaboration avec la Chambre de commerce et des industries, bien sûr, et son président, M. Frédéric Boisvert, donner une conférence afin de nous faire comprendre quelle est sa vision, quels sont bien sûr ses objectifs, comment les choses se préparent, qu'est-ce qui s'en vient. Il faut mentionner ici que dans la salle se trouvent plusieurs ministres, plusieurs entrepreneurs, plusieurs députés, bref des élus et monsieur et madame tout le monde qui sont venus l'écouter, car vous l'avez constaté, beaucoup de choses ont changé. Le PEC qui vient aujourd'hui même d'être annoncé, qui sera relancé à partir du 2 juillet, une grande nouvelle, une belle nouvelle pour des familles, pour des immigrants qui se trouvent ici et qui se sentaient perdus. Je vous invite avec moi à aller vivre cette conférence ensemble. Ce soir, la Chambre de commerce de Québec, dans ce magnifique pavillon La Sonde, une des beautés du Québec. D'abord, laissez-moi faire les salutations protocolaires. Madame Christine Fréchette, Première ministre du Québec. Monsieur Jean-François Simard, ministre responsable de la capitale nationale. Monsieur Samuel Poulain, ministre des Affaires municipales. Monsieur Yves Sioui, chef de la nation Wendat. Et Monsieur Gaétan Pajot, maire de l'ancienne Lorette. Je salue également les membres du comité de la capitale nationale, Sophie, Olga et tous les autres. Merci beaucoup d'être présents ici aujourd'hui. Madame Fréchette, bienvenue chez vous. Bienvenue à Québec, dans la capitale nationale. Vous n'êtes pas en visite, vous êtes bel et bien dans votre capitale, la capitale nationale des Québécois. Une capitale nationale qui est un lieu de décision. Une capitale nationale qui est le cœur institutionnel de la nation québécoise. Et également qui comprend plus de 25 000 entreprises qui bourgeonnent partout dans la région. Notre région, ce n'est pas une région comme les autres, c'est une exception. C'est une exception par son histoire de près de 4 siècles, plus de 4 siècles, pardon, par une économie vraiment diversifiée et vibrante, et résiliente certainement, de par son statut qui est la seule véritable capitale francophone des Québec, des francophones des Amériques. Et également, ça vient avec un statut qui n'est pas qu'un privilège, mais également aussi une responsabilité. Une responsabilité qui vient avec un centre de décision, une capitale, qui ne doit pas devenir une succursale. Mais c'est de cette dernière qu'on va parler ce soir. On va parler également du reprenariat, de la paperasserie, de la fiscalité des entreprises et de la productivité. Cet événement ne serait pas possible sans nos partenaires, précieux partenaires financiers. D'abord TACT, partenaire présentateur, Cain Lamar, partenaire associé, Manuvie et Labatt, partenaires collaborateurs. Sans eux, cette soirée n'est pas possible. Alors ce soir, c'est un rendez-vous entre une région d'exception et une femme qui dirige l'État, dont notre ville est le siège.
Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, veuillez accueillir la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette. Quelle belle salle! Wow! Je suis contente de revenir chez moi, comme vous dites. En fait, je pense que c'est ma 3e visite en 4 semaines, exactement dans cette salle-ci. Et à chaque fois, elle prend une forme, une allure vraiment différente, puis à la fois éclatante. Alors, très contente de vous voir aussi nombreux réunis ici. Merci de votre présence et merci de l'accueil. Permettez-moi aussi à mon tour de saluer mes collègues. Tout d'abord, le ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Simard. Je pense qu'il doit connaître à peu près tout le monde ici, suivant les présentations qu'il m'a faites. Merci Jean-François pour ton dynamisme. Merci également à Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales, qui aura un grand rendez-vous dans quelques jours avec les villes et municipalités, sur notamment les infrastructures, à se dire à quel point on prend action, en fait on agit en lien avec des préoccupations qui sont portées de part et d'autre des villes et municipalités du Québec. Également, mes salutations à Vincent Caron, notre député de Port-Neuf. Merci Vincent, contente de te voir ici. Également, le président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, M. Boisvert. Merci de l'invitation, très appréciée. Et le maire de l'Ancienne-Lorette, M. Gaétan Pajot. Je cherche du regard. Ah, le voilà. Merci de votre présence. Également, le chef de la nation Wendat, M. Yves Sioui. Merci de votre présence également. Et la rectrice de l'Université Laval, Mme Sophie Damour. Également le professeur Richard Ouellet, avec qui j'ai toujours eu un grand plaisir à travailler, particulièrement lorsque j'étais à l'économie. On se voyait aux 2 semaines, pratiquement pour suivre les hauts et les bas de la relation avec les États-Unis. Les hauts ont été moins fréquents que les bas, malheureusement, mais bon, ça évolue. Alors, mesdames et messieurs aussi, les représentants du milieu des affaires et chers invités, puis je dirais aussi chers partenaires, parce que j'ai été à la tête d'une chambre de commerce pendant près de 5 ans, et je sais à quel point ce sont les partenaires qui permettent aux chambres de commerce d'être dynamiques et de faire vivre ces réseaux et de faire avancer des initiatives. Donc, un immense merci pour votre engagement pour la chambre de commerce. Alors aujourd'hui, en fait, je suis venue vous parler de l'ambition qui m'anime pour la capitale nationale. En fait, peu importe d'où on vient au Québec, on est tous fiers de notre capitale nationale. Vraiment, ça c'est quelque chose qui traverse le Québec. Une capitale, en fait, qui contribue activement à notre prospérité grâce à des entrepreneurs qui innovent et qui se mobilisent également. Depuis plus de 200 ans, ça j'ai vraiment été épatée de voir ça, depuis plus de 200 ans, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec contribue à cette ambition collective. C'est fabuleux. C'est un plaisir en fait d'être parmi vous aujourd'hui, puis je remercie à nouveau M. Boisvert là, pour cette invitation, de même que toute son équipe. C'est une force de rassembler une belle équipe comme ça pour organiser des événements d'impact. Être devant vous, moi ça me rappelle, comme je disais tout à l'heure, mes années à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Je suis très fière d'avoir contribué pendant près de 5 ans à diriger cette chambre de commerce-là, puis à porter la voix de la communauté d'affaires, porter la voix des entrepreneurs, également mettre de l'avant des initiatives pour le développement économique territorial. Et je vous dirais que ça reste encore au cœur de mon engagement que de porter cette voix en faveur du développement économique, puis en collaboration avec la communauté d'affaires. Comme vous le savez, la région de Québec, elle est incontournable dans de très nombreux dossiers. Alors, je me fais un devoir d'échanger avec vous sur vos priorités, vos défis, puis aussi vos ambitions. Parce que l'avenir, en fait, de la capitale nationale, ça se construit d'abord et avant tout avec ceux qui créent la richesse, et vous en êtes. Et pour moi, en fait, Québec, c'est beaucoup plus qu'une capitale. Québec, en fait, c'est le berceau de la francophonie en Amérique. Avec le Vieux-Québec, l'île d'Orléans, le monastère des Augustines, les plaines, tout ça, en fait, ça nous rappelle d'où on vient. Et ça, c'est important. Québec, c'est aussi une ville bien tournée vers l'avenir. Parce qu'après tout, en fait, c'est ici, à quelques centaines de mètres, qu'on prend les décisions pour l'ensemble de notre nation. Et chaque fois que je viens ici, moi, je suis frappée par la même chose, la capacité qu'ont les gens de Québec de voir grand, de se mobiliser et puis d'avancer.
Et ça se voit dans la ville. Hein, au fil des ans, on la voit, cette évolution-là. Elle n'est pas que conceptuelle, elle est réelle, elle est concrète. Et ça, je pense que plusieurs villes ont à apprendre de comment ça se passe à Québec, parce que vous réussissez à faire évoluer la ville à un rythme vraiment impressionnant. Alors, chapeau pour ça. Et Québec, en fait, est toute spéciale pour tous les Québécois. Ça, pour moi, c'est très clair. Mais elle est aussi pour moi, personnellement. C'est ici, en fait, que j'ai poursuivi mes études universitaires, à l'Université Laval, bien sûr. Et j'ai commencé à travailler aussi à l'Assemblée nationale. Donc, c'est ici que j'ai démarré ma carrière, après l'université. Puis avant même d'être assermentée comme première ministre, j'ai tenu ma première rencontre officielle ici, à l'Hôtel de Ville, avec le maire Marchand. Très belle rencontre. Et c'était pas un hasard. Moi, je voulais poser un geste clair de reconnaissance de la capitale nationale. Alors, c'était important pour moi. J'ai aussi tenu des rencontres fort importantes ici. Mes premières rencontres officielles avec la première ministre albertaine, Mme Danielle Smith. Également l'ambassadeur des États-Unis au Canada, M. Astra, ici à Québec. Puis je vais continuer à le faire. C'est important. Montréal, c'est notre métropole. Québec, c'est notre capitale. On a besoin des deux. Le lieu dans lequel se prennent les décisions, et j'entends la traiter comme telle, c'est notre capitale nationale. D'ailleurs, c'est pas gênant d'inviter des gens ici, hein, encore davantage depuis en plus que vous êtes la destination la plus étoilée du guide Michelin du Québec. Toutes mes félicitations! Moi qui passerais ma vie dans les restaurants, je suis vraiment fournie, là. Alors je suis, voilà, emballée. Mais bon, il y a d'autres choses qui sont un petit peu moins emballantes. Notamment, depuis le retour de M. Trump à la Maison-Blanche, ben c'est sûr que le monde se transforme à grande vitesse, à vitesse grand V. C'est impressionnant, ça donne le vertige en fait. Et il faut voir que la guerre tarifaire, ben, elle fait vraiment mal à notre économie, hein, tant pour les entreprises que pour le gouvernement. En fait, ça nuit à la stabilité, ça nuit à la prévisibilité, et tout ça, ça affecte un très grand nombre de décisions notamment d'investissement, qui sont retardées, qui sont mises sur la glace. Et ça, bref, ça nous ralentit. Dernièrement, l'administration Trump a même annoncé qu'elle avait l'intention de nous imposer des nouveaux tarifs. Mais on doit vivre, je pense, avec cette nouvelle réalité-là. Au départ, j'avais l'ambition, l'espoir, je dirais qu'on ait un cadre stable qui soit mis en place assez rapidement, mais j'ai l'impression qu'on est parti pour un 4 ans de montagne russe. Puis il faut voir qu'il y a d'autres éléments qui se sont ajoutés aussi à la complexité de l'affaire, avec les guerres en Ukraine, en Iran, au Moyen-Orient. Ça aussi, ça a des répercussions jusqu'ici. En particulier sur le coût de la vie, sur les chaînes d'approvisionnement des entreprises. Tous ces conflits-là, en fait, ça affecte notre population puis nos entreprises. Alors, dorénavant, il y a une chose qui est claire pour moi, c'est qu'on doit revoir qui sont nos alliés et surtout, on doit davantage compter sur nous-mêmes. Tous les Québécois, on doit serrer les coudes puis travailler ensemble. Malgré l'incertitude, on doit bâtir l'avenir du Québec. La région du Québec, la région de Québec est centrale à cet avenir. Avec ses entrepreneurs, son économie robuste et son dynamisme. Puis comme je le disais, ici, ça bouge. Alors il faut le dire, Québec, oui, elle est belle, c'est vrai, mais elle a beaucoup d'autres qualités, cette ville-là. Québec, elle a le vent dans les voiles. Ça se voit, ça se sent. Et cet essor-là s'illustre notamment par l'augmentation du PIB. Il est plus rapide ici que partout ailleurs au Québec. Et puis ça, c'est comme ça depuis 2022. L'investissement privé aussi a augmenté davantage que partout ailleurs dans les dernières années. Et vous êtes aussi des abonnés du plein emploi. Je peux vous dire que ça fait longtemps aussi que ça perdure dans le marché. Les entrepreneurs de la région, ben, manifestement, vous savez voir grand. Les acteurs de changement à Québec se sentent concernés par l'essor de leur région et savent se mobiliser aussi pour réaliser grandes choses.
Ça, c'est une petite chose qui vient de tomber. Parlant de grandes choses, je veux vous parler de projets d'importance qui sont en cours et puis qui avancent. Parce que ça bouge à Québec. D'abord, l'agrandissement du port, qui a récemment reçu sa certification pour accueillir un terminal de conteneurs international. Bravo! Bravo, Pierre. Ça, c'est majeur. Ça va continuer de positionner la région à travers le monde. Vraiment, chapeau. L'aéroport international Jean-Lesage, qui a accueilli plus de 1,8 million de passagers en 2025, tout de même. Puis ça continue d'augmenter parce qu'il y a des nouvelles liaisons, notamment vers Nantes, vers Marseille, puis vers Washington. En matière de culture aussi, on est en action avec le Musée national de l'histoire du Québec et l'espace Riopelle, entre autres. Puis j'en profite pour vous dire d'ailleurs que je serai au Festival d'été de Québec cet été. Là. C'est déjà mon agenda. Et notamment, j'ai le spectacle de Michael Bublé qui est là. Donc, avis aux intéressés qui y seront. On pourrait peut-être se revoir là. À ces projets forts s'ajoutent d'autres initiatives aussi très importantes. Je pense à la requalification de l'îlot Saint-Vincent aux portes du nord de la ville. La volonté aussi conjointe de la ville puis du gouvernement de créer un quartier étudiant en basse-ville. Puis il y a aussi la phase 4 de la promenade Champlain à venir. Ça aussi, ça promet, parce que déjà les premières phases, wow! Vraiment, c'est impressionnant, très attractif. Ces projets-là ajoutent une véritable valeur ajoutée, vraiment. Que ce soit du point de vue des retombées économiques ou de la mise en valeur de notre culture. Et Québec, c'est aussi une source d'entreprises florissantes. Mis sur pied par des visionnaires que je tiens à saluer d'ailleurs, chaleureusement. Puis je pense notamment aux filles de OMI Laboratoire, Rachel Séguin et Andrea Gomez. Je pense aussi à Martin Thériault de DeFi Technologies, également à Martin Bouchard de QScale, ou encore à Louis Tétu et Laurent Simoneau de Coveo. Ça, ce sont des entreprises qui apportent énormément de valeur à notre économie. Si on veut préparer l'avenir de la grande région de Québec, eh bien, on doit planifier les choses à long terme. Alors, on doit vous offrir un maximum de prévisibilité. C'est ce qu'on entend faire. On doit aussi travailler à simplifier la vie de ceux qui créent la richesse au Québec. On doit vous aider à grandir. On doit vous donner, en fait, plus d'oxygène. C'est pourquoi on a baissé notamment les impôts de 75 000 PME au Québec. Partout au Québec, incluant, bien sûr, la région de la Capitale-Nationale. Il faut voir que c'était la deuxième fois au cours des dernières années qu'on baissait le taux d'imposition des PME. En 2021, on l'avait fait. C'était passé de 4% à 3,2%. Et là, il y a quelques jours, on l'a fait passer de 3,2% à 2,2%. Donc, des baisses considérables. On doit aussi réduire la paperasse, bien sûr, que vous avez à remplir. On vient tout juste d'ailleurs d'adopter une loi sur l'allègement réglementaire pour renforcer le principe du 2 pour 1. Ça, légalement parlant, ce que ça veut dire, c'est que si jamais on doit créer un nouveau formulaire, bien, on va être obligé d'en abolir au moins 2. Alors, c'est du 2 pour 1. Donc, on va rendre l'État plus efficace pour vous et pour les entreprises. Dans le contexte actuel, plus que jamais, moi j'ai envie de dire, particulièrement à Québec, l'État québécois doit être un meilleur levier pour la croissance de vos entreprises. En fait, on doit faire preuve de nationalisme économique. Alors, on va bientôt présenter une nouvelle stratégie gouvernementale des marchés publics pour maximiser l'achat québécois dans les contrats du gouvernement. Je m'en avais beaucoup parlé, en fait, quand j'étais à l'économie. Alors, on va mettre ça en place. Concrètement, on va augmenter la cible d'approvisionnement québécois du gouvernement de 50 à 60% au cours des 4 prochaines années. Donc, dorénavant, l'État québécois va acheter davantage québécois. Bravo. Ça veut dire qu'on va pouvoir garnir davantage là, les carnets de commandes des entreprises. Puis c'est comme ça, je pense qu'on peut aider de la manière la plus directe et d'impact possible des entreprises en garnissant leur carnet de commandes. Ça veut dire plus d'ouvrages. Puis, vous savez quoi, je l'ai demandé aussi aux municipalités. Quand je les ai rencontrées ces 2 dernières semaines, je leur ai demandé aussi de québéciser le plus possible leur chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est des joueurs d'importance.
Et également, je vais demander donc, aux entreprises de la métropole aussi. J'étais à Montréal la semaine dernière pour rencontrer le milieu des affaires. Je me suis adressée à toutes ces entreprises et je le fais également devant vous. Si vous pouvez contribuer à cet effort collectif de québéciser davantage notre chaîne d'approvisionnement, on va tous y gagner. C'est payant pour tout le monde parce qu'en fait, chacun de nous ici, on peut être un levier de développement potentiel pour les autres. Et je pense que dans le contexte actuel, c'est maintenant ou jamais qu'on doit activer ces leviers-là. Question de créer de la richesse, qui, j'en suis convaincue, va durer dans le temps. Parce qu'une fois qu'on est en relation d'affaires avec d'autres entreprises et organismes québécois, eh bien, ils font partie de la famille. On veut les maintenir dans nos réseaux. Alors, ça va se traduire par des développements économiques d'impact pour des décennies. Un autre enjeu auquel on veut s'attaquer, c'est celui du reprenariat. Cette année seulement, là, on a près de 16 000 entreprises québécoises qui ont l'intention de vendre leur entreprise. Avec raison, ça préoccupe là, plusieurs d'entre vous. Et le reprenariat, en fait, pour moi, c'est une priorité numéro 1. C'est une priorité numéro 1 qu'a identifié aussi la Chambre dans ses priorités stratégiques là, pour 2025 à 2028. C'est une de vos priorités, puis moi, je vous dirais que c'est devenu maintenant pour moi aussi important que l'entrepreneuriat, le reprenariat. Rien qu'à Québec, on estime là, que c'est 5 000 entreprises, c'est costaud, là, qui vont devoir se trouver un repreneur d'ici 2028. Ça, là, c'est le plus important transfert de richesse de toute l'histoire de la capitale nationale. Et avec le vieillissement plutôt de la démographie de la population, on doit fournir un meilleur accompagnement pour faire face à cette réalité qui va aller s'intensifiant en plus. On le fait notamment avec Reprenariat Québec, qui a pour mission d'assurer la pérennité des entreprises québécoises. Mais on doit aller encore plus loin. Donc nos PME, en fait, doivent ni fermer à cause d'un manque de relève, ni être rachetées par des entreprises étrangères. Donc, on va s'assurer que nos PME restent entre des mains québécoises et puis qu'elles soient dirigées par des gens d'ici. J'aurai d'ailleurs de bonnes nouvelles à vous annoncer prochainement sur ce sujet-là. Pour bâtir l'avenir du Québec, on doit aussi, on le sait, rénover nos infrastructures. Pendant la course à la chefferie de la coalition, je l'ai dit, en matière d'infrastructures, on doit plus entretenir avant de construire. C'est un constat qui est dur, mais en même temps qui est nécessaire et qui est pragmatique. Nos grandes infrastructures, on le sait, ont été construites à peu près toutes à la même époque, dans les années 60, 70. Puis elles arrivent à peu près toutes à leur fin de vie en même temps. Donc, compte tenu de l'état de nos finances publiques, ça représente un défi colossal pour les années à venir. D'autant que pendant des années, les gouvernements n'ont pas investi comme ils auraient dû le faire dans le maintien des actifs. Et je vous en parle en fait parce que ça a des impacts sur vos entreprises, ça j'en suis consciente. Au niveau de l'entretien, on a entamé un grand rattrapage dans la modernisation de nos hôpitaux. Je pense au nouveau complexe hospitalier de l'hôpital de l'Enfant Jésus qu'on construit dans le quartier des Méserets. Je pense à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec qu'on agrandit dans Sainte-Foy. Puis une donnée aussi qui mérite d'être soulignée en lien avec les infrastructures, c'est qu'au total, la capitale nationale, c'est 9% de la population, mais vous recueillez 13,8% des sommes au plan québécois des infrastructures. C'est considérable. C'est une bonne chose. C'est dire l'importance de la région pour notre gouvernement. Sur les 10 prochaines années, en fait, on prévoit investir 20,5 milliards de dollars dans la région de la capitale nationale. C'est une excellente nouvelle. C'est important de parler de mobilité. Alors, une chose est claire, le tramway, c'est fait. On va de l'avant. La semaine passée, j'ai signé 5 ententes majeures avec le fédéral pour nos infrastructures. On est allé chercher plus que notre juste part. En tout, on parle de près de 10 milliards de dollars. Et avec cet argent-là, on a bouclé le financement du projet de tramway. Ça, c'est une étape cruciale dont je suis particulièrement fière. Parce que le tramway, en fait, c'est pas seulement un projet de mobilité, c'est aussi un projet d'attractivité, de développement économique pour toute la région de Québec. Bientôt, on va terminer les travaux d'autoroute 40 du côté de Québec. Puis d'ici l'automne, on va continuer les travaux à la tête des ponts pour améliorer la fluidité. Puis on va aussi lancer un appel d'intérêt international pour le projet de lien entre Québec et Lévis.
Alors en matière de mobilité, le avance-recul, c'est terminé. Maintenant, on va juste avancer. Parlant d'avancer, on va avancer aussi avec le TGV. Ça, c'est des investissements majeurs, pas seulement pour la capitale nationale, mais en fait pour l'ensemble du Québec. Pour moi, la position du Parti québécois sur cette question-là, c'est de tourner le dos à la capitale nationale. C'est de laisser tomber la capitale nationale. Ça, c'est un projet là, à grand déploiement, qui est hyper structurant, qui génère des retombées majeures pour la capitale nationale, pour le Québec, en plus qui est financé par le fédéral et qui va générer des retombées en matière économique, en matière de fluidité, en matière d'environnement, de mobilité. Que demander de plus? Il faut que ce soit fait, bien sûr, de telle sorte qu'il puisse y avoir l'acceptabilité sociale qui est requise. Mais c'est majeur pour la capitale nationale et c'est important qu'on aille de l'avant. Alors voilà, comptez sur nous pour aller de l'avant. En terminant, j'aimerais ça vous parler de l'eau. Alors quand je pense à Québec, je pense aussi à notre fleuve, bien sûr. À Québec, on le met bien en valeur avec la promenade Champlain et avec la baie de Beauport. On continuera aussi avec le nouveau pont de l'île d'Orléans. Puis je suivrai également le développement du carrefour de l'eau, qui s'inscrit dans notre ambition de faire de Québec une véritable capitale internationale de l'eau douce. Et avec Jean-François, on regarde aussi ce qu'on peut faire en lien avec l'Expo universelle de l'eau en 2033. Bon, je m'avance sur rien. On regarde ça avec grand intérêt. Et je veux d'ailleurs saluer aussi tous ceux qui portent cette ambition-là depuis plusieurs années, puis notamment Daniel Gélina qui a contribué à faire émerger cette vision-là, qui est porteuse pour Québec et pour son rayonnement à l'international aussi. Lorsque je regarde en fait cette salle aujourd'hui, là, moi je vois des entrepreneurs, je vois des bâtisseurs, des visionnaires, des gens qui créent de la richesse collective dans toute la région. Je vois des femmes et des hommes qui prennent des risques, qui innovent, qui font avancer le Québec. Je vois des gens qui tiennent haut le drapeau de la ville. Puis ce drapeau, il arbore quoi? Il arbore un bateau. Un bateau qui représente notre passé, la richesse de notre histoire, l'arrivée des Européens, puis leur rencontre avec les peuples autochtones. Et bien sûr, l'importance du fleuve dans le développement de la capitale nationale. Le présent s'articule encore autour de notre fleuve et de l'eau, avec les projets du port de Québec, puis de la Davie également. Puis ce bateau-là, il vogue aussi vers l'avenir. C'est cet avenir, c'est avec cette ambition que j'ai envie de le bâtir. Alors soyons ambitieux, que votre dynamisme inspire tout le Québec. Vous avez et vous aurez toujours tout mon appui. Merci. Vous savez, quand on a reçu la dernière fois le premier ministre du Québec à notre chambre de commerce, Mme Fréchette? Non. Le 14 mai 2018. Ça fait un bout. Ah oui, c'est un Alors, on est très contents. Oui, vraiment, il est temps que vous arriviez. Effectivement. Écoutez, on a un dossier que vous avez réglé récemment qui est très, très important. Puis avant de tomber dans les discussions sur le entrepreneuriat, la fiscalité, tout ça, un dossier qui a mobilisé toutes les forces vives de la région. Ça a chialé au pied carré ici pendant des mois. Et vous aviez votre course à direction, vous avez tenu le fort sur une position qui était peut-être moins populaire, mais vous avez quand même tenu le cap et vous avez rempli votre promesse, c'est-à-dire la réouverture du PEC. Je pense à Soraya avec les... Oui, c'est important. C'est au cœur de mes idées. Oui, alors, donc c'est une ouverture pour quelques mois pour des permis. C'est sûr que nos employeurs aussi avaient besoin. De régions où la croissance démographique n'est pas au rendez-vous. Les entreprises veulent être en croissance, donc souvent ils viennent aider à avoir la main-d'œuvre et les talents qui sont requis. Maintenant, il faut respecter notre capacité d'accueil aussi. Parce qu'on l'a vu, on a reçu un très grand nombre de travailleurs étrangers temporaires dans des zones assez restreintes, délimitées sur le plan géographique, en très peu de temps. Puis ça a créé des impacts majeurs, à la fois sur notre capacité à les accompagner, ces personnes-là, parce qu'on veut les accompagner adéquatement,
Ça a créé des impacts sur les écoles, aussi sur nos services de santé, sur notre capacité aussi à les franciser. Dieu sait qu'on en a mis des efforts. Là. Moi, quand je suis arrivée à l'immigration, on se targuait de franciser à peu près 30-35 000 personnes par année. Et puis l'année passée, on en a francisé 90 000. Puis c'était pas encore suffisant, il y avait encore une petite liste d'attente. Alors c'est dire à quel point on a mis les bouchées doubles. Et voilà, c'est important de tenir compte de cette réalité-là, de la capacité d'accueil. C'est pour ça qu'on demande au fédéral aussi d'aller de l'avant avec une réduction, notamment des demandeurs d'asile, parce qu'on en a eu énormément au Québec. Mais pour les entreprises, c'est capital d'avoir accès à des travailleurs étrangers temporaires, et particulièrement en région, puis ils peuvent compter sur nous pour travailler en ce sens-là. J'en ai discuté avec tous les homologues fédéraux que j'ai rencontrés, avec M. Carney lui-même encore la semaine dernière. Et voilà, moi je tiens à ce que ceux qui bénéficient d'un permis de travail qui arrive à échéance bientôt, je souhaite que le fédéral prolonge ces permis de travail ou qu'il les renouvelle. Et on met beaucoup de pression et d'attention là-dessus. Et de notre côté, ben voilà, on a réactivé le PEC parce que c'est important aussi de donner de la prévisibilité aux gens quand ils viennent au Québec. Ça a été fermé de manière très soudaine, abrupte. Et ça donnait pas cette période de transition, qui à mon sens est essentielle. Alors c'est pour ça qu'hier, on a réactivé le PEC pour une période de 2 ans, une période transitoire, qui va permettre aux gens de déposer à nouveau la demande qu'ils souhaitaient déposer pendant les 2 prochaines années. Et j'invite par ailleurs ces gens-là à regarder aussi le nouveau programme qu'on a mis en place, le PSTQ, et qui, lui, est très agile, nous permet d'aller cibler de manière très précise là, des emplois pour lesquels il y a des besoins dans des régions spécifiques. Alors, ça va nous rendre très agile, très flexible, ce programme-là. Et les gens peuvent avoir une ligne à l'eau là, dans les deux programmes. Là. Ça, c'est pas un enjeu. Mais voilà, c'est important pour moi de donner cette prévisibilité-là, parce que derrière les demandes d'immigration, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a des gens, il y a des personnes, il y a des familles, souvent, qui avaient mis leur espoir dans des programmes qu'on a mis sur pied. C'est important de respecter ça, ce cheminement-là. Je vous remercie de reconnaître que ça a été fait abruptement, puis c'est une belle correction que vous faites. Puis c'est sûr que le Québec est en déclin démographique, donc inexorablement, la question de la main-d'œuvre va demeurer d'actualité pour les années à venir. Je pense que c'est... Particulièrement au Québec, hein? Oui, on a besoin d'un équilibre. Maintenant, et faites entendre votre voix. La référence des restaurants à Québec. Ici, ce n'est pas qu'un lieu, c'est une atmosphère, une signature, un espace où chaque événement devient un moment d'exception. Restaurant Le Lion Blanc, c'est le lieu pour célébrer, le lieu pour rassembler, le lieu pour marquer les esprits. Au restaurant Le Lion Blanc, pour découvrir l'harmonie. Une vision, un espace d'exception pensé pour sublimer la voix, relever les idées et magnifier l'image. Émissions, podcasts, événements, chaque production naît ici dans un cadre raffiné où le son et la lumière se rencontrent avec précision. Des salles pensées pour inspirer, chaque pièce, chaque mur, chaque lumière est au service de votre message. Des fauteuils confortables, élégamment disposés pour accueillir vos invités dans un cadre à la fois professionnel et stylé. Le moindre détail respire le luxe discret, des sièges qui allient confort et esthétique pour que chaque moment passé ici devienne inoubliable. Un espace conçu pour sublimer la voix,
Un lieu où le contenu prend forme avec élégance et maîtrise. Que vous soyez entrepreneur, artiste, coach, politicien, influenceur ou simplement porteur d'idées, Diaspo TV vous ouvre ses portes et met son expertise à votre portée. Louez votre studio, bénéficiez de nos services de montage afin de réaliser vos projets au juste prix. Chez Diaspo TV, nous ne faisons pas que capturer l'instant, nous sculptons l'expérience. Ici, le contenu prend vie, chaque détail sublime votre message et à Diaspo TV, c'est l'alliance du savoir-faire, technique et goût du beau. Un lieu où les idées résonnent, s'incarnent et marquent les esprits. Parce que vous méritez plus qu'un simple studio, vous méritez une scène à votre hauteur. Alors, réservez dès maintenant et faites entendre votre voix.